Bonjour à tous. On va laisser entrer les derniers, même s'il n'y a plus de place. Devant là, un petit peu comme les enfants, vous pouvez vous mettre par terre si vous voulez. Il y a de la place. Voilà, vous êtes devant la télé, c'est parfait. Bonjour à tous. Le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est de dresser les grandes tendances de l'année qui vient de se terminer, l'année 2017, et essayer au regard de ce qui s'est passé sur l'année 2017, essayer de tirer un peu des tendances long terme aussi. On est sur une année qui est globalement le prolongement de ce qui s'est passé les années précédentes, mais on est aussi sur une année sur laquelle on commence à voir des signaux faibles devenir plus que des signaux faibles en réalité. Je parle bien sûr de toutes les tendances bio, éco, etc. qui commencent vraiment à avoir du poids dans la grande consommation. Donc l'univers qu'on va décrire aujourd'hui, c'est vraiment l'univers de la grande distribution, de la grande consommation, et puis essayer de tirer un petit peu le vrai du faux avec de la data, des chiffres. Alors je mettrai, je ne sais pas comment, la présentation à disposition, et c'est filmé, et ce sera disponible. Donc vous pourrez avoir tous les éléments après, c'est pas la peine de prendre chaque slide en photo, on vous les donne à la fin de la présentation, ou demain, ou après, je ne sais pas exactement comment. On va faire 3 parties. Alors à la base, c'est une présentation qui est censée durer 2 heures, donc on va la condenser en 1 heure. Si vous avez des questions derrière, je suis disponible et on pourra en parler évidemment. Le contexte global, au-delà de ce qui se passe dans les PGC, au-delà de ce qui se passe dans la grande distribution, c'est quand même un contexte qui s'améliore. Et on va voir que ça peut avoir une incidence notamment sur la consommation, et on va essayer de voir comment. Il y a quand même des sources de recul, notamment les grands HM, notamment les produits de marque MDD, et puis un certain nombre de catégories. Alors on a ciblé ici, où on a focusé sur l'hygiène beauté. C'est vrai que l'hygiène beauté fait partie de ces catégories qui souffrent actuellement en grande distribution. On terminera, parce qu'on avait envie de terminer effectivement cette présentation sur une partie positive, une partie de comment gagner en valeur, comment continuer à gagner en grande distribution, avec des axes qui sont des axes assez traditionnels finalement, hein. C'est les 4 P, c'est le prix, la promotion, l'assortiment, l'innovation. Et vous dire effectivement tout le poids que peut avoir l'innovation et l'offre globalement dans la valorisation des marchés. Alors effectivement, on est sur un contexte qui s'améliore. Je ne vais pas faire pour mon prof d'éco ou de macroéconomie, mais si vous avez lu la presse un petit peu dernièrement et si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe en France, c'est assez simple de voir qu'effectivement, il y a un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques qui sont plutôt positifs. On est sur une croissance du PIB qui n'a jamais été aussi forte depuis un certain nombre d'années. On est sur le chômage qui recule, les investissements qui sont en progression, un pouvoir d'achat qui augmente. Alors attention, hein, le pouvoir d'achat qui augmente, c'est une moyenne. On va le voir par la suite que la manière de consommer notamment et la croissance, elle n'est absolument pas la même en fonction des populations. Il y a des populations qui souffrent encore beaucoup, mais globalement, effectivement, on est sur un pouvoir d'achat qui augmente. Et surtout, le climat des affaires est au plus haut depuis au moins 5 ou 6 ans. Le climat des affaires, c'est juste un questionnaire qui est adressé aux patrons pour savoir s'ils ont confiance dans l'avenir, tout simplement. Donc ce sont les investisseurs, ceux qui détiennent l'argent ou ceux qui détiennent des entreprises, qui placent effectivement le climat des affaires aujourd'hui comme étant extrêmement porteur. Alors, on a vu les tendances macroéconomiques. Si on pose la question effectivement au consommateur français, de savoir si lui, dans l'avenir, est-ce qu'il croit en l'avenir ou pas, alors, on a une moyenne française qui est toujours un peu plus basse que la moyenne européenne et un peu plus basse que la moyenne mondiale aussi. Mais j'ai envie de dire que c'est une tendance assez longue et assez classique. Les Français sont toujours un peu plus bougons, un peu plus ronchons que les autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement la tendance elle est plutôt à la hausse et que au-delà des facteurs macroéconomiques, au-delà des chiffres, on a ainsi un ressenti que ça va mieux effectivement. Les principales inquiétudes restent néanmoins les mêmes. On a toujours la menace terroriste qui est considérée comme étant la principale inquiétude. Ici, le 38 que vous voyez, c'est la somme
des premières et deuxièmes inquiétudes. Et ensuite, les points positifs, c'est aussi la somme des premiers et deuxièmes points positifs. C'est-à-dire qu'on demande, en fait, on demande à tous nos consommateurs de lister en fait, leur premier point d'inquiétude et deuxième point d'inquiétude. Et vous voyez que quand on somme les deux premiers, on a le terrorisme, puis la sécurité de l'emploi qui est stable. On a les factures d'énergie qui reviennent un peu plus haut, et aussi toute la notion autour du réchauffement climatique. Les points positifs, par contre, sont en forte hausse. Alors, on ne sait toujours pas énorme de voir qu'il n'y a que 40% de la population française qui pense que la France n'est pas en récession. De fait, la France n'est pas en récession. Mais vous voyez qu'il y a une forte progression, plus 16%. Merci. Alors, comment ça se passe dans le magasin? On fait un jump effectivement un peu rapide, mais globalement, dans la grande distribution, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un magasin, il y a une très forte disparité entre l'alimentaire, tout ce qu'on appelle le FMCG, donc les produits de grande consommation, et le frais, et puis tout ce qui va être non alimentaire. Donc vous voyez que le non alimentaire est à moins 2,4%, alors que toute la partie alimentaire est plutôt bien orientée. Il faut l'avoir en tête, ça veut dire aussi que pour la distribution, pour les gens qui possèdent des magasins, c'est un souci de faire tourner effectivement le non alimentaire, et donc du coup on va réallouer de l'espace effectivement à l'alimentaire et aller grignoter un petit peu d'espace sur le non alimentaire qui est généralement peu rentable. C'est notamment dû effectivement à une très forte concurrence de l'e-commerce évidemment, mais aussi de tous les autres acteurs spécialisés. Je pense à des acteurs de Maison du Monde, par exemple, Ikea, Darty, Boulanger, tous ces gens-là qui sont plutôt dans des croissances intéressantes. On reviendra tout à l'heure sur l'alimentaire. Donc globalement, là, on se concentre maintenant sur les produits de grande consommation. Donc le PGC plus FLS, produits de grande consommation et frais libre-service. Et vous voyez, si on regarde la croissance en volume et en valeur depuis maintenant une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, vous voyez que l'année dernière, on était avec une évolution négative des volumes, du nombre de produits qui étaient pris en magasin. On n'a pas eu cette évolution négative-là, mais on reste quand même dans une tendance d'augmentation des volumes qui est faible et une croissance de la valeur qui est très largement faite par de la valorisation. La valorisation, c'est simplement l'écart entre l'évolution en volume et l'évolution en valeur. Okay. Alors d'où vient, autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette évolution faible en volume, c'est un fait français ou est-ce qu'elle est partagée dans plusieurs pays européens? La réponse c'est qu'en fait on s'en tire plutôt bien, même par rapport à certains autres pays européens, puisqu'en réalité il n'y a que l'Italie et l'Espagne qui ont des croissances en volume qui sont positives. Je fais un petit break, il y a encore quelques places devant pour ceux qui veulent s'asseoir, à droite et à gauche, juste devant les télés. Ça permettra effectivement de... Hop. Voilà, je suis désolé, les conditions ne sont pas optimales, mais vous serez mieux là en tout cas que derrière à attendre. Puisqu'effectivement, on le voit, il n'y a que l'Italie et l'Espagne qui sont en croissance. La réalité, c'est que c'est plus pour l'Italie et l'Espagne des rebonds, puisque ce sont des pays qui ont eu des évolutions très négatives depuis 4-5 ans. Et de fait, on le voit en Royaume-Uni, Allemagne, même les États-Unis sont sur des évolutions de volume qui sont assez fortement négatives. Alors comment se fait cette évolution de la croissance en France? Je vous rappelle, en plus 1,5 en valeur, plus 0,5 en volume. Depuis un certain nombre d'années, on disait la première cause, c'est l'évolution de la population française. Alors ça reste vrai, même si on sait que ça apporte moins, de moins en moins, puisque la population française n'a augmenté que de 0,3% cette année. Il y a encore 3 ou 4 ans, on était sur un plus 0,5, plus 0,6, donc ça recule. On n'est plus en une exception, j'allais dire, par rapport à certains autres pays en termes de nombre d'enfants par femme en âge d'avoir des enfants. Il y a des raisons qui sont principalement structurelles. En réalité, il y a de moins en moins de femmes qui sont en âge d'avoir des enfants puisque la population baby-boomer a tendance à effectivement sortir de cet âge d'avoir des enfants. Et on a effectivement un renouvellement de la population française qui se fait aujourd'hui de moins en moins fortement par les naissances et de plus en plus, j'allais dire, par un solde migratoire et voilà. De l'autre côté, j'allais dire, au-delà
du nombre de la population française, il y a quand même, ce qui se passe, c'est qu'on a une valorisation réelle des dépenses, c'est-à-dire qu'on dépense plus. Comment on dépense plus? On va pas plus souvent, on va plus souvent en magasin, pardon, mais nos caddies sont moins gros. D'accord? Ils sont moins gros. En revanche, le prix moyen des produits qu'on met à l'intérieur de ces caddies est plus élevé. D'accord? Ça rejoint un petit peu tout ce que je disais tout à l'heure sur la valorisation. Et ça rejoint aussi sur le fait qu'on a des plus petits caddies avec une plus forte fréquence d'achat. Cette fréquence d'achat qui augmente, c'est aussi un phénomène qui existe depuis une dizaine d'années. Il y a énormément de facteurs explicatifs à cette hausse de la fréquence. Il y a des facteurs qui sont des facteurs très structurels, comme le vieillissement de la population française. On sait que les personnes plus âgées sont des personnes qui vont plus souvent en magasin que les personnes moins âgées. La deuxième chose, c'est l'évolution du parc. Hein, on va le voir tout à l'heure, mais on a un parc de magasins qui a tendance à évoluer très fortement vers des plus petites surfaces. Et donc ça, de fait, ça encourage ou ça incite effectivement à avoir plus de fréquences d'achat et des paniers plus petits. Alors je vous le disais tout à l'heure, hein, l'évolution de la croissance, elle est positive en moyenne, mais elle n'est pas la même pour tout le monde. Ce qui se passe de manière générale, c'est qu'il vaut mieux être riche, âgé, célibataire, qu'avec une grande famille et modeste. Voilà, en tout cas, c'est avec un peu de manière très schématique, effectivement, ce sont les populations célibataires ou de personnes qui progressent plus vite dans leurs achats. Et on se rend compte aussi que les populations les plus aisées et aussi les plus âgées, on ne l'a pas mis ici, font une bonne croissance. Ce qui est intéressant, c'est que tous les marketeurs, toute la population qui fait du marketing ont toujours tendance à vouloir rajeunir les marques. Alors c'est très louable, c'est très intéressant. La réalité, c'est que la population qui fait la croissance aujourd'hui, c'est une population de plus de 50 ans. On en parle peu, puisqu'on parle beaucoup de la population millennials, de la génération Y, la génération Z même qui arrive. Néanmoins, on voit que depuis 2011, on est passé d'une domination de la consommation par les moins de 50 ans à une domination de la consommation par les plus de 50 ans, puisqu'aujourd'hui, il y a 53% de la population, il y a 53% des dépenses qui sont réalisées par une population qui a plus de 50 ans. Et si on se projette dans 5 ans, on voit que ce trait va continuer à se faire, puisque on va vers 56% de la consommation en valeur, puis 65% effectivement, qui va être fait par les plus de 50 ans. Alors je ne dis pas que les plus de 50 ans sont forcément des populations seniors, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça implique un certain nombre de choses. Ça implique qu'effectivement, en termes de format de magasins et de produits, on va peut-être aller vers des formats plus petits de magasins qui vont être porteurs, des formats plus petits sur les produits aussi. J'insiste sur ce point-là parce que quand on parle à la distribution de la proximité, une des choses qu'ils nous disent principalement, ils nous disent non, on ne veut pas forcément des plus petits produits, mais on veut des conditionnements qui soient plus intéressants et plus adaptés à la proximité. Ils veulent qu'on arrête de leur loader des packs et des palettes comme pour les hypermarchés en proximité. Voilà, parenthèse fermée. Ce que ça veut dire aussi, les seniors ou les plus de 50 ans, c'est une population qui a plus d'argent, c'est une population qui est généralement plus favorable aux marques, qui est aussi une population informée. Il ne faut pas avoir en tête la population des plus de 50 ans comme nos grands-mères ou les populations qui ont plus de 75 ans. Attention, hein, la population de plus de 50 ans aujourd'hui, ou même de plus de 65 ans, c'est une population particulière, c'est une population très informée, qui a connu la MDD, qui connaît le discount, etc., etc. Donc c'est une population qui est très connectée et qui est aussi avide de transparence. Et c'est notamment une population qui est très forte sur la lecture des ingrédients et sur le respect des règles. Alors si on revient un petit peu à la croissance, et une fois que vous avez compris cette slide, globalement vous pouvez vous dire que vous avez compris un peu tout ce qui se passe dans la grande distribution. Je reviens sur le plus 1,5, ça vous allez sortir, vous allez le connaître par cœur, plus 1,5 en valeur, et attention ici on est sur une évolution volume qui est un petit peu différente. Plus 0,3 en volume. Pourquoi ce plus 0,3 en volume? Il est porté d'une part par une augmentation du nombre de produits achetés, mais aussi, on retrouve le plus 0,5 qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi par une diminution de la taille des produits. En moyenne, on achète moins par UC. D'accord? Donc c'est moins de gros contenants,
moins aussi de promotion achetée. On le verra tout à l'heure. Et comment se fait ce 1,5 qui se fait du coup beaucoup par de la valorisation? Alors de la valorisation, elle n'est pas du tout faite par une inflation, puisque vous savez qu'on est toujours dans un régime de baisse des prix en moyenne. On va le voir qu'elle est beaucoup moins forte qu'avant, mais elle existe toujours. Elle se fait par ce qu'on appelle un effet de mix, ou de mixte, ça dépend un petit peu de comment on parle, mais un effet de mix positif, ça veut dire que globalement, on se valorise. Alors c'est une valorisation qui se fait intracatégorielle et intercatégorielle aussi. Intercatégorielle, c'est par exemple, de plus en plus on va consommer du frigo à la place du placard. L'épicerie sèche est un peu moins valorisée que l'épicerie fraîche ou tout ce qui va être traiteur. Donc ça c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est à l'intérieur même des catégories, il y a une valorisation qui est forte. On peut prendre plein d'exemples. Si on peut citer deux exemples qui sont assez parlants. Le premier exemple, c'est l'exemple des chips. Exemple des chips, est-ce qu'il y a encore 10 ans, vous m'auriez dit, citez-moi une catégorie qui est mature et qui n'a pas beaucoup d'avenir avec l'innovation, je vous aurais peut-être cité les chips. D'accord? Aujourd'hui, c'est un des segments porteurs, effectivement, en termes de valorisation, d'innovation, très intéressant. Deuxième exemple, c'est la bière. La bière, c'est aussi une catégorie qui est porteuse en termes de valorisation et qui porte énormément aussi par l'innovation. Alors, est-ce que c'est une croissance faible? Ici, on est dans l'univers de la grande distribution, les hypermarchés, les supermarchés, tous les produits, ce qu'on appelle aussi la GSA, donc la grande surface alimentaire. Si on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, pardon, on voit que cette croissance faible, même si 1,5 c'est pas si faible que ça, hein, cette croissance assez faible finalement, elle souffre aussi du fait qu'il y a un certain nombre de circuits alternatifs ou de circuits spécialistes qui sont en très forte croissance. C'est beaucoup un effet de parc, il ne faut pas s'y tromper. On parlait tout à l'heure des attentes et des tendances, c'est un effet de parc. Par exemple, les magasins bio, on va le voir juste derrière, ont un effet de parc qui est énorme, mais c'est un circuit qui est en forte croissance, plus 16%. Les magasins, ce qu'on appelle frais, donc si ça va être tout ce qui est grand frais, etc., sont aussi en forte croissance. Tout ce qui va être spécialiste du pet food, là aussi en bonne croissance. Et enfin les solderies. Alors ici, on est dans un salon qui est très alimentaire. Et les solderies, ça va être Action, Nose, tous ces enseignes de magasins qui arrivent très fortement en France et qui vont jouer effectivement sur, comme étant des soldeurs, c'est-à-dire qu'ils vont casser les prix sur des produits de marque ou des produits type MDD, avec une forte croissance qui est là aussi largement due à un effet de parc. Les bio, aujourd'hui, je vous le dis, il y a plus de 1500 magasins bio, spécialistes bio, et Biocoop représente un tiers du parc des magasins, avec une croissance de 17% du nombre de points de vente. Ici, on n'est pas dans une évolution du chiffre d'affaires, mais bien du nombre de points de vente. Et vous voyez qu'il n'y a pas une seule enseigne qui ne progresse pas, avec même parfois des évolutions très fortes en termes de nombre de points de vente. Le circuit bio, vous avez à gauche, en fait, sur la carte de France qui est divisée par région, deux chiffres intéressants. Le premier, c'est le taux de pénétration. Donc en gros, c'est le nombre de Français qui ont fréquenté au moins un magasin bio dans l'année dernière. Et le 1 par 31 000, c'est le nombre de magasins bio disponibles pour un habitant. Donc en gros, on a un magasin bio pour 31 000 habitants dans le nord. On a un magasin bio pour 15 000 habitants en région parisienne. Et vous le voyez qu'effectivement, il y a une corrélation qui est assez forte entre la disponibilité des magasins et tout simplement la pénétration, le taux de pénétration. En termes de profil, on est aussi vers sur un type de population qui fréquente qui reste une population assez aisée, assez typée, hein, très parisienne, très post-families, donc on appelle post-families, c'est des populations de plus de 50 ans qui n'ont plus d'enfants, en tout cas en école, au lycée. Voilà, donc c'est effectivement une population intéressante. Là où elle est très intéressante aussi, c'est que c'est une population qui consomme beaucoup. En réalité, pourquoi vous voyez aujourd'hui toutes les enseignes qui sont avides effectivement de développer leurs produits bio au magasin, c'est aussi pour capter une population qui est une population qui fréquente beaucoup les magasins, pas seulement les magasins bio, et qui a une dépense sur l'alimentaire qui est extrêmement élevée. En moyenne, on estime effectivement qu'elle a une dépense qui est pratiquement 50% plus élevée
que les autres populations. Donc c'est une population hyper importante à capter, notamment pour les hypermarchés, pour ne pas que voilà, des Carrefour, Leclerc, même Monoprix perdent cette population-là, qui est une population extrêmement intéressante. Alors, je check le temps, parfait. Malgré tout, il y a quand même du recul. On parlera tout à l'heure des points positifs, mais il y a quand même un recul. Le premier recul, c'est les hypermarchés. Ensuite, la MDD, effectivement, va pas très bien. Et on parlera ensuite de catégories, et des catégories qui sont en recul, c'est notamment les catégories de l'hygiène et de la beauté. Alors, les enseignes, ici, on est sur les enseignes plus classiques, en particulier. Vous voyez que les enseignes So here you can see H&M, that alors, on a changé un peu notre définition l'année dernière. changed our definition last year. Mais les grands hypermarchés, donc, So big hypermarkets, more than 7,500 square meters, aujourd'hui qui est à moins 0,9%. are dropping back. Sauf que ce moins 0,9%, 0,9%. il est... attendez, je sais plus, il y a un problème là. The problem, no? Donc cette évolution de So moins this 0,9%, parce que les plus grands is sont because en the dessous. bigger ones are under. Les plus grands sont en dessous, c'est un peu mal fait. Donc les plus grands hyper effectivement sont à moins 0,9. So minus Et pourtant, il y a un 0.9. effet de parc qui est positif. Si on avait enlevé cet effet But parc, if we'd taken off the park effect, it would be minus 1.3. So on average, hypermarkets are minus 1.3, qui n'est pas le cas which wasn't the case of smaller hypermarkets between 2,000 and 7,000. pour les supermarchés. Globalement, For supermarkets, there's the park effect les grands that supermarchés bénéficient assez has an largement effect because they have the park effect even if they're positive in organically speaking, if you take off the park effect, and the same thing for the supermarkets. So you can talk a lot about, for a long time, about the reasons why hypermarkets are dropping. One of the big ones is that there's a question of the attractiveness, there's the label. This is fairly global in the US, the UK, Germany. The average surface is growing more than the big malls. In France, we've got the biggest hypermarkets in the world. I mean, French hypermarkets, I think maybe in the US there are some bigger ones, but in France they're massive. So I'd love to come here with this slide with an MDD which was growing, even if minus 0.1 is much better than last year. What you mustn't forget is that there's the mechanical effect, which is very big, particularly with the disappearance or the movement of Dia to Carrefour or going sold to others. So there's a natural trend to the fact that medium size is going positively. Now the gap is still the same. 1.3, 2 points between growth of national brands, and it's still difficult. So why is it difficult? There's always contrary wind. The price, of course, even if slightly less the case, the offering, we realize that the offer is less than PGCFLS and the SMEs. So a transfer between the two. We haven't got the answer, but there's a transfer of consumption which is quite strong, and products of small manufacturers for the benefit of MDD. Now, promotion, sales, special offers, distributors have pushed back this favorably. We're in a year where there's been a review of advertising, particularly Leclerc, with the 20, 30 years of their own brand, the distributor brand, and so there's lots more on the MDD, on the distributor brand. This is because national brands find it difficult to go into big special offers.
to try to pull out. So there is the idea of filling things up with their own brand rather than with a national brand. It's something that is suffering, perhaps, generally. This reality, which is suffering in France, it's very different from what's happening in other countries. The own brand is a significant part of growth, and then you've got the top 10, and then other manufacturers. The difference of France with France is SMEs 2/3 of growth, and then the big groups bringing growth. In other European countries, you can see in particular, but not just in Spain and Italy, in Germany, the own brand is up 3.5, UK up 3.9, Belgium plus 2.4, and then a lot of brands which are liquids, because it was a very good season. Now, when you got your own brand, when you got a distribution circuit, how do you get back to growth? Because the own brand is interesting for distribution. In the mix, there's big valorization, because organic is up 16.7%, premium, so top of the range, that sort of stuff. Again, good growth, 4.3%. They're getting market share, and standard and low cost is dropping back. So there's a lot of people are pulling out from this in terms of offering. So, what are the categories which are suffering, which are doing well and which are suffering? There are categories that are fine. There's been good trends with sweet frozen. With the weather, it was good for that. But for paper, hygiene products, hygiene beauty, this is stable, but it's not a wonderful year. And as well, detergents and everything. Now, hygiene and beauty is suffering a lot. It's suffering significantly in mass retail. A lot of reasons for this. A figure, very striking figure, it's not new, the fact that hygiene beauty is suffering. If you look at the full scope of mass retail, food general, it's minus 2, 2.5 was minus 1.8 last year, and very weak the previous years. A number of reasons for this. No, there's no slide for this, but the first reason is stopping consumption. The routine on hygiene and beauty in particular has simplified. There are consumers who say that they don't necessarily want to have shampoo, après shampoo, whatever, you know, and then a gel. Something else which is important. You consider that consumption in France is down, but there's another explanation, and specialist shops for makeup, Kiko, for instance. I don't know if you know this. The shop Lush, of course, top of the range. Upmarket or Com, again for hygiene, Action, or sales outlets too. And of course there's dental, hygiene and all that sort of stuff too. So why is there this drop back? Okay, so now that was the red bit, now the yellow bit, which is a bit better. Before we see what the reasons for growth and
how we can surf on that, how you can get elements of growth. Just come back a bit on the circuits and the labels that are progressing. We talked about these circuits, which are progressing, proxy and drive. You can see that there's growth in drive, 20% of growth this year, plus 8.5%. And on proximity, there's growth, which is quite significant too. Growth has got the park effect, and the park effect in urban regions. There's more and more separation between urban proxy and rural. In rural, it's more the type of small supermarket, but very generalist, whereas in urban it's very specialized in terms of offers and a product which is fairly different from a supermarket. Now the labels, there are two which manage, and it's always the same over previous years. Leclerc with growth in market share of 0.3%, 0.3 points to 20.2%, and Lidl, which is still growing, not as fast as previous years in terms of market share gains, but again, growth is pretty phenomenal. Growth of Lidl is due to, or their plan is based on 3 directions, and it's ending at the end of 2018. They had a 3-year plan. That's what we've known since 2015 anyway. And the first is renovating the park. The second is media, advertising and so on, media investment very high, 400 million euros invested per year. And the third is price. And what you mustn't forget is that despite the policy of product share at Lidl, they've invested in prices to be considered and to be one of the cheapest brands, or cheapest shops. So it's not doing well. One is the Auchan group, with Auchan hypermarkets, which are struggling today. If you have any questions, please go ahead. We're talking about drive-through. What's interesting is the growth. It's more than the park effect. 80% of growth of the drive today comes not including the park effect. It's just that it existed last year and it's continuing to grow, particularly through frequency and other frequentation and the average amount paid. How do you get growth when the product already exists and so on? There's, it's the offering, it's supply and advertising and special offers. Drive has really had boosts in sales, and a more mature circuit, you can see it works pretty well because it's families who are the captive audience, so to speak. 75% of turnover of the drive, and a population which of course is more interested in special offers by distributor brands as well, by own brands. And what's interesting as well is that the drive has the market share of organic is twice as much as globally. So population again, which is very interested in buying organic, and the organic offer in the drive section is very high. 10% of the offer is organic. So there's always the offer effect, which is major. For proximity, we're in very different things here.
So common strategy for the drives and something relatively common on hypermarkets that can exist. But proximity is sort of a big unknown globule of mass. If you look at, begin by the end if you like, but on the right hand side of the slide you can see that there's diversity or disparity of turnover within shops. Some that there are some that do a lot, have a big turnover, and others not. So it can be 6 times more sometimes. 6 million euros, and no, it's 6 times. It's not turnover which is indicated here, but it's more the difference in turnover. What's true as well, as I was saying earlier on, the circuit is extremely, it's very different from rural. With rural, it's more like a supermarket in terms of categories that are overrepresented. It's classic, traditional stuff like pet food, sugar, charcuterie, whereas in urban it's much more liquid, alcohol notably, and snacking, fresh pasta, dried stuff, dried foods. And what's interesting is the fact that it's growing a great deal with a park effect, which is important. It's increasing, and penetration, which is pretty good. And as well, we've still got room for progress, but there's virtually 25% of the French population which has got a shop under 25 minutes away. 5 minutes away, sorry, 5 minutes away. It's the time it takes to get across the salon here, so 5 minutes away. And these people never go. So they need to do work in terms of renovating the park, in terms of their offer, in terms of availability of products, and so on and so forth. With Odia left, so it was penalized. The SDMP, and it's been organic growth because shop by shop they're doing fine, and the park effect is negative. There are fewer hard discounters than there were before, so we're on growth which is shared between national brands and own brand, and the introduction of national brands at Aldi and Lidl has had an effect. So it's 1:36, 24 minutes to say that how can you stand out? Why are we talking about standing out here? Well, you're all aware that even if the laws aren't very clear yet, but we're going to go into a phase now of mass retail where differentiation is going to come by price rather than special offers. So offer and concept by services. So you've got to embrace this change intelligently, and you mustn't stop everything overnight, but and just do brand valorization and equity innovation. That's not what I mean, but nevertheless you've got to work, and in allocating your resources for your future investment you've got to keep that in mind. The number of references is the first driver of in growth over the past 20 years. You can see it, the evolution, the changes in the size has doubled in terms of offering between 1997 and 2017. 96 references more per shop. It's not magic. It's due to the fact that the size of shops has increased. The walls have been pushed out a bit. Non-food as well.
So the sales area has increased. Densification of the offering, which is quite clear, quite obvious, with period at the end of the 90s, beginning of the 2000s. A lot of own brands came in, and the offering stabilized, and then a lot more products of SME. So you can see the profitability, but it's very honorable nevertheless, from index of 90s. I mean, offer creates value. So it's progressing in all the areas. There's not a single a brand where they're going to simplify the offer, everything. They've all increased. I don't know if you should believe them, even if they say it. Year on year, the growth is strong, and it continues being strong. For instance, in a hypermarket of 20,000 references over the past couple of years now, in the circuit, they've got roughly 2,000 references and more. Yeah, 2,000 references over 3 or 4 years. So apart from the offer, it's innovation. 2.8% of turnover is represented by innovation. It's roughly the same as last year and the year before. Not big progress in terms of innovation, but there's more innovation and fewer blockbusters. Biredi in year one, 60 million euros turnover on a brand, one brand. So we haven't got that. It's more smaller innovations. In terms of turnover, best in quality, I don't know, but in turnover, Lotus Baby, number one on innovation. 8.2 million euros after 6 months. There's all the innovations from when they started, so it's only 6 months to 6 months period for penetration rate 1.4%. So it's a captive audience. It's only 10%. 10% of French households have got children of nappy age. So innovation that works is a bit the same as previous years. A lot of pleasure, sugary, ice cream, and yeah, so sweet, ultra fresh, and detergents, softeners, same sort of thing really. Things that work. What's interesting is innovation, and this stands out with only big brands, big manufacturers. And well packaged, well marketed, with value, and it's got its role to play in the shops. The offer, now about price and special offers. Central question is it the end of deflation? Honestly, last year I would have said yes, but now I don't believe that anymore. The truth is that in the middle of last year, we said, no, there we go. We're going to go positive. We realized it is difficult to you know, it's still not minus 0.2. You would really like to get a bit more value, a bit more pricing. For the big brands, 1.6, still deflationary. However, there are some circuits, some categories of products where there is inflation. Of course, on butter, and organic, higher valued, and little brands, niche brands. Now, our beloved Minister of Agriculture said, well, Stéphane Travert, he said,
it's got to be brought up to 10% for loss leaders. What does this mean? Well, a drop in purchasing power or an increase in prices? Well, I'd talk more about increase in prices than drop in purchasing power. There are brands that where they're going to have to increase their prices. For manufacturers with smaller brands or SMEs that aren't at the maximum of their SOP, it's not going to have much of an impact, but except that there'll be a little bit more margins for the distributor. But the main impact it could have on the agricultural industry, the main impact will be to get a bit more margin. A lot of margin has been lost over recent years. It could be interesting for distribution, for them to redo their shops. Will it change the rapport de force? I don't think so. I think it's going to stay the same. Those who are going to attack on prices are going to keep on doing that. If they want to stand out on other things, maybe they might drop off with the price war. But what's true is we're going to go towards differentiation of shops, much stronger with the offering and the concepts. Then that's going to be interesting. So, prospectus. So special offers, the contribution is much lower than previous years. You can see there's only 7% of growth this year due to prospectuses, much lower than previous years. So we've got sales which are stable for special offers at 21.6 as opposed to 21.5. Overall, you've got all the elements on special offers there, but you realize that promotional pressure is still strong. There's more and more special offers, but the efficiency purchases are not as strong. There was the Nutella question at the end of last year, which sort of broke everything, but on average, attractiveness is lower than in previous years. The second challenge for manufacturers is special offer as well, with two directions. One, very blurry, a maximum of 25% of promotional. For us at Nielsen, we don't really know what to think about this, because give me a definition of special offer rate. Is it just the price? Is it the discount? Is it, how do you, when you've got your 25%, what do you do? Do you just stop selling? It's a real question. You don't know what the penalties are. The second one, which is easier to understand philosophically, is a third in terms of maximum discount by special offer. So, a little exercise. We know that there's 21% of turnover which is done. It comes from products which have got more than 21% of turnover is made by special offers which are more than 40%. So 33% is going to be a lot. And in terms of category, 18% of categories have got turnover of more than 25%. The final part of the presentation, trends in terms of manufacturers. Main players in retail. Let's come back to the shelving section. We talked about various sections. Hygiene, paper, and so on. We've seen some increases with frozen, liquids, alcohol-free have dropped, and that also depends on weather, of course. So the
sugar-free water and all of that, in fact, are independent of weather. Alcohol tends to be, here the growth is mostly based on beer, and it's quite disparate. We have beer growth that's very strong, and then the more traditional aperitif drinks are difficult, Porto, port wine, and so on. Those are on the downturn. However, bubblies, champagne, and high-end Scotch whiskey are performing better. Then the category contributing to growth has been non-dairy, fresh. This is catering, deli, ready to roll, ready to go. Some of this is through innovation, but it can be long-term consumption. I talked about the refrigerators that are becoming bigger than cabinets. It's interesting to look at the size of the fridges in the US and what we're starting to see in Europe. They're bigger and bigger, and cabinets are getting smaller and smaller. And these are more high-value products in fresh grocery stores, more so than processed products. So you can see 35% in non-dairy fresh. Over the past 10 years, since 2008, we're seeing certain categories experiencing higher growth. Floret, right next door there, with the sachet lettuce and sachet, bagged lettuce. You can see the growth there of 70% over the past 10 years. That's phenomenal. What's interesting in this market, and also ham and smoked salmon, these markets have seen innovation driving their growth, particularly big groups, brands. I know that we at the former store label producer here, it's MDD or store brand. This is what has produced value in these sectors. You talk about the salting, ham, fresh hams. These markets over the past 10 years, since 2011, had 5 additional opportunities, and a basket that's increased by 1.6 euros per basket, and that's huge as well in terms of euro spent per shopping opportunity. That's just huge. Categories experiencing growth, and the 260 categories with beer, which has a weather effect as well, and also over the long term, though, we're seeing over 4% growth in beer. That's very strong. You get the weather-sensitive categories, and then others that are less so. Coffee is promotion. It's an education market, or about taste, and that's increasingly creating value. We're educating consumers differently, teaching consumers to consume differently, talk about the origins, savors, flavors, olive oil, peppers, Scotch whiskey, all of that, where it's these categories where it's easy to tell a story. Okay, fresh products and catered products and deli products are experiencing a lot of growth. What are the customers' needs there? Mostly natural. When you ask the French what they really want, they want simple products, 100% natural, no additives, colorings. Now, gluten-free, wheat-free is a little bit different. That's a smaller population, but there's potential there. We're also seeing the French population last year ate more fruits and vegetables, so this is a self-service fruits and vegetables, not packaged. When the stores process, there's always something a bit more important there. And this is interesting for you, for your products, because the fresh zones don't only have fresh. They can be packaged, long conservation, long preservation. I'm thinking about snacking, all of the aperitif, snacking before dinner, snacks. So these are high value, and these are very interesting. If you're interested, those of you who are taking notes, don't worry, I can give you my slides.
Pour terminer sur les tendances. And then lastly, on the trends, Pour terminer sur les tendances, le bio évidemment. Alors, le bio, of course, organic, that's a 21% growth over last year. That's outstanding. Un poids du chiffre d'affaires qui est à 3,4%. The weight in terms of revenues, 3.6 billion. There are 8 categories that make up 50% of those revenues, though. But it is spreading out there, becoming much more mainstream. All of the profile, we're seeing growth in some of the families amongst younger populations, whereas before it was for older, more comfortable, more well-off populations. We're seeing growth of the offering as well. It's not magic. If you want to buy the products, they have to be in the stores, of course. Alors le bio demain, c'est un certain nombre de relais de croissance. Okay, organic in the future, these are growth drivers. You can see some performance differences there in the hard discounters and SDMPs, focusing on organic. Avec une forte croissance par ailleurs, on voit with que Lidl, strong growth. For instance, you see Lidl, and if Lidl's doing it, they've got a strategic plan there. They're not doing it incidentally. I said 8 categories. Actually, it's 12. Sorry about that. But what's interesting here is for organic, it's a real value source. And it's one of the 125 indices. We know that one reason it cannot work is if the price index is too high, the price point is too high. If it's a standard product, and not organic, for instance, you take pasta, it could be 4 times more expensive. If it's organic, that is a deal breaker. That will perhaps cause that can turn off the consumer. So you have to keep the price reasonable. It's so interesting to see that for organic, it's not just for big groups. You can see that the SMEs represent 31%. The revenues in organic, 45%. You have store brands who are doing organic. And what's difficult for big brands to get involved in organic, the supply is perhaps more difficult. Maybe even the legitimacy is a bit more difficult. You're less agile if you're a big group. Whereas if you're a small brand, you can more quickly do your sourcing, get your products, and then process those. So the growth in SMEs and organic is just outstanding. It's plus 35%. I think of all the numbers that we saw over the past hour, that might be the most impactful. So ultimately, the SMEs are the growth source for retailers. It's easy as 0.0% growth for standard store brands, 1/3 for big groups, and then 2/3 for SMEs. We call SMEs for us in Nielsen, that's companies that make less than 250 million in revenue in the sales, and then break them into very small enterprises. That's a 9% here, 9% of growth. So that's less than 2 million euros in revenue. So this would be more local stores, local businesses. And then we have PMEs or SMEs. Sorry, that's a 2 to 250 million. That's 37% growth. And then you have ETIs, which are there in yellow at 21%. And these are intermediary size enterprises. And they're between 50 and 250 million in revenues and sales. And the growth is relatively uniform there, between 4.5 and 6. Okay, what's interesting here is when you look at all of the industries over 50 million in revenues in sales, so the ones who are growing the fastest, you have Pingo, that's poultry. So I don't know it all by heart. I'm looking there, sorry. It's also interesting to see the growth that is relatively sound, based on non-promotion, more so than promotions, even though the intermediaries, and this is everyone here, right? These are all of the stakeholders, all the big brands, producers, and everyone else, and you can see that these are really intermediary-sized groups that are growing.
Le seul qui ressort en termes de the only one that croissance really en stands out here absolu, in finalement, si on regarde la absolute croissance en growth, absolu, because if you look at évidemment, entre les plus absolute grands growth, groupes, you have the big c'est Léa Nature groups, qui est présent dans les deux tableaux, à la fois en croissance, and it's en évolution related to valeur, à plus naturalness. 21% You de have an croissance, increase in et en value chiffre d'affaires avec 50 and millions revenues and d'euros de growth gains for par rapport à 50 l'année dernière. million over last On year. trouve Nestlé, Savencia, LDC, And you qui a see beaucoup de bière, Nestle, beaucoup de Savencia, traiteurs là they aussi, see a lot of beer, a beaucoup lot de of frais, avec une croissance qui est caterers, aussi assez saine. a lot of On fresh se rend there compte with que the sound, entreprises qui font de la healthy croissance sur growth. le long terme sont pratiquement toujours des Long-term croissances saines, companies, when they très have peu long-term portées growth, par I'm sorry, la companies have promotion. long-term growth tends to be more on healthy growth as opposed to promotion-based. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est prendre In des paris sur conclusion, l'avenir, what we parce que could say finalement, on est déjà is en betting on the fin mars future, pratiquement. because it's Qu'est-ce almost qui the va end se of passer March sur now. What's going 2018? to take Sur place in 2018, 2018? Well, on avait dit l'année dernière qu'on serait à last year we entre said we 1 would be et 1,5. between 1 and Tout le monde nous avait dit que vous êtes 1.5%. fous. Everyone said, no, you guys are On va certainement crazy. être en négatif. We'll Donc probably là, on be continue à être fou, mais on est in un petit peu minus plus figures. serein. We're still being crazy, Parce but a bit more qu'effectivement, serene on because prévoit une croissance aux alentours we de are 1,5%. expecting 1.5% growth. Il y a des effets un peu contradictoires. On There's pense some que la Coupe du monde de contradictory foot pourrait avoir des effects. effets We think that the positifs. World Cup, Surtout the s'il fait soccer beau. World Cup On sait football que la match, we think météo that a that des could impacts qui sont plus have some forts impacts. que There's les also the performances weather, possibles de l'équipe de France de foot. and the weather is more impactful than France's teams, Mais right? on est aussi dans un climat qui est un But climat it's a d'incertitude, climate notamment avec that's les of EGA. On uncertainty ne sait pas with. encore exactement à quelle sauce on va être mangé en termes de prix, en termes de promo. We don't know what C'est the un climat prices qui are n'est going pas to be évident with pour les the investisseurs, promotions, and that's kind of pour, difficult dire, for mettre en place des actions. investors to take actions. Sur les circuits, on pense effectivement que le drive, la proxy vont continuer à faire des bonnes So croissances. proximity De toute façon, stores, quand on regarde convenience l'extérieur de stores la are France, c'est ce growing. circuit-là qui If you look croise. at outside of France, Le that's a e-commerce, circuit évidemment, il faut y growing. aller. E-commerce, of course, have to be Le there. SDMP, là aussi, va continuer à se SDMP, croître, of course, are notamment going avec les deux to enseignes continue phares to qui sont grow Lidl with et leading stores such as Lidl. Dernière chose en termes de tendance. One last trend. Il y a une dizaine d'années, si on avait parlé du bio, on serait dit About bon, 10 years ago, if we talked about c'est sympa, organic c'est pour les food, bobos everyone said, parisiens. yeah, that's nice. It's for the peut-être que ça va marcher un bourgeois jour, mais c'est bohemians, vraiment for the pas sûr. hippies, and it might work, Là, on se rend might compte sell one day, but effectivement que, not for ce sont des sure. tendances qui Now sont we're fortes. realizing that these are Ce qui est intéressant, c'est que deep-seated ça amène trends tout le monde à and s'intéresser aux changes. signaux faibles, finalement. And in De fact, plus that en means plus. everyone should Et à traquer de listen plus en to plus the les weak signaux faibles. signals and be able Nous, c'est to notre track métier, those. effectivement, That's our traquer ça, business, de se though, dire, to est-ce que track le sans gluten, weak signals. est-ce que le vegan, Say, is tout it ça est intéressant. gluten-free? Is it Ce vegan? qui est What is certain, interesting there? c'est qu'il faut s'y intéresser, il faut détecter ces choses-là What's en interesting amont. is you have to be looking at Parce que these ce qu'on things. You appelle have to les detect them ahead of latecomers, donc time. les gens qui arrivent plus Because the tard, c'est pas latecomers, forcément impossible de rentrer dans ces marchés it's not derrière, impossible to get d'être involved in these performant. markets Mais ce qui est sûr, c'est que afterwards. ça coûte beaucoup, But the beaucoup thing plus is, cher. it's much Vaut more mieux le faire en costly. avance, You need to be programmer ces ahead of choses-là, the game, tout en gardant plan ses for this, fondamentaux, program prix, it, promo, maintain assortiment, your solide. fundamentals, price, Voilà, c'est promotion, facile à dire comme ça, assortment. I mean, it's de easy l'extérieur to en tant que say, consultant. from the outside as a Mais consultant, ce but qui est certain, what's c'est que definite la is that pertinence de votre offre, the relevance of your demain, dans un selection, of your environnement proposition où les tomorrow, millennials, ça y est, where j'en you parle have des the millennials, millennials, vont avoir une part importante dans le choix. they're going to have va être play a très huge pondérant. part in Et, selection and what you et voilà, should be c'est tout. Je vous selling. remercie de And votre I think that's it. de- Thank you de for votre listening. attention. Est-ce que vous avez des questions? Any questions? Si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup. So no questions. Thank you very much. I hope you liked the talk.